Nouveau numéro de décryptage sur New Web Info. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Syrie où un colonel des gardiens de la révolution iranienne a assassiné près de Damas. Mamadou Diouf, bonjour, tout va bien? Bonjour Michel. Allez, un colonel des armées de la révolution armée idéologique de l'Iran a été tué lundi près de Damas par une bombe artisanale imputée à l'Israël, a annoncé mercredi un média local. Sans aucun doute, le régime criminel sioniste recevra la réponse adéquate pour ce crime. Mamadou, c'est le colonel Davoud Jafari, un des conseillers iraniens en Syrie et membre de la force aérospatiale des gardiens, qui a été tué par les associés du régime sioniste avec une bombe artisanale. Donc, la réaction, dans tous les cas, l'Iran l'a dit que ce pays va réagir face à l'attaque. Oui, ça c'est la tradition de l'Iran. Même par rapport aux Américains, quand ils ont tué également un des responsables iraniens, la réponse de l'Iran a toujours été la même. Quand vous frappez quelqu'un chez nous, nous allons apporter la riposte pour faire exactement la même chose. Donc ce n'est pas du tout une surprise quand on entend la réaction de l'Iran, d'autant plus qu'ici, l'adversaire visé, c'est Israël, alors que tout le monde sait qu'entre ces deux pays, les relations, si on peut parler de relations, sont extrêmement mauvaises. Alors, Mamadou, qu'est-ce qui explique que l'Israël soit doigté en même temps par le régime iranien? Il y a ce que je disais tout de suite, de très mauvaises relations entre les deux pays. L'autre élément, c'est qu'on est loin d'être dans une première situation. Il y a eu plus d'une centaine de cas où l'armée israélienne a tiré sur la Syrie, pas en visant directement la Syrie, mais en visant surtout les militaires iraniens qui sont sur le sol syrien. Bon, pour comprendre le phénomène, vous avez l'Iran qui est un soutien important du Hezbollah au niveau du Liban. Le Liban, ça veut dire qu'on est à côté d'Israël. Avec la guerre en Syrie, l'Iran a pris part à cette guerre en soutenant le président de la République, qu'ils ont aidé avec les Russes pratiquement à gagner la guerre, ce qui veut dire que l'Iran a un pied en Syrie, mais en ce moment, cet Iran qui était un peu loin par rapport à Israël se retrouve aux portes d'Israël par la Syrie, par également le Liban, alors que l'Iran n'a jamais caché son intention, j'allais dire, d'éteindre Israël en tant qu'État. Et ça fait que souvent Israël utilise cela comme argument pour aller bombarder, ce qui du reste également n'est pas normal par rapport au droit international. On ne peut pas se lever comme ça, traverser les frontières, aller bombarder qui on veut. Alors, l'Iran n'a pas officiellement ses troupes en Syrie. Qu'est-ce qui explique selon vous la présence de ces conseillers militaires? En fait, on a vu ce qu'on nous dit avec les mercenaires russes quelque part, on l'a vu ailleurs, c'est le même système. L'Iran parle de conseillers. D'ailleurs, dans leur communiqué, ils parlent d'un conseiller. Mais tout le monde sait que une partie du corps des gardiens de la révolution font partie de ceux qui sont allés en Syrie combattre auprès du président de la République, lui permettant aujourd'hui d'avoir retrouvé le pouvoir avec l'appui des Russes, bien sûr. Ce n'était pas seulement des conseillers, mais comme d'habitude, entre États, des relations doivent se faire d'une façon officielle. D'un point de vue militaire, c'est généralement des conseillers qu'on envoie, mais de façon pratique, on peut envoyer des hommes également qui participent au combat sans pour autant le dire. Donc l'Iran a toujours dit des conseillers, mais pendant la période chaude au niveau de la guerre en Syrie, mais on a bien vu les gardiens de la révolution avec des troupes sur place. Israël même a bombardé parfois ces troupes-là. Alors, Israël et la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis d'Amérique ont à maintes reprises mené des raids contre les milices pro-iraniennes en Syrie. Le bras de fer, il est engagé depuis des années, mais avec l'assassinat de ce colonel, ça risque d'aller loin, Mamadou. Aller loin, pas tout de suite. Puisque ça c'est un colonel, il y a un général également qui avait été assassiné à Lijani. Et comme d'habitude, l'Iran fera de sorte à faire du mal à Israël en considérant que c'est Israël.
on va utiliser les Hezbollah pour le faire, on va utiliser un autre mouvement pour faire un attentat au niveau d'Israël. Et qu'est-ce qui sera fait? C'est difficile de le dire parce que ce n'est pas les Iraniens qui vont dire comment ils vont riposter. Ils donneront le principe de la riposte et bien sûr, ils s'organiseront pour cette riposte-là. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que si on ne fait pas attention, ce jeu peut aboutir également à une déstabilisation dans une zone où la stabilité n'est pas véritablement ça. Tout le monde voit ce qui se passe. Le Liban n'est pratiquement plus un pays depuis l'explosion au niveau du port. Le pays ne parvient pas du tout à se relever, malgré les efforts de la communauté internationale, malgré les déplacements du président Macron, malgré tout ce que les gens ont fait. Mettre en place un gouvernement même devient quelque chose d'extrêmement difficile. La Syrie, on ne peut pas parler de stabilité actuellement. On a vu la Turquie tout récemment bombarder également certaines zones et même menacer d'une offensive terrestre. S'il faut y ajouter encore un conflit entre Israël et l'Iran, mais vous imaginez un peu à quoi cela va ressembler. Donc je ne crois pas que sur le coup, qu'on aille vers un conflit ouvert, mais certainement cette guerre indirecte où par le Hezbollah, on s'attaque à Israël, Israël par la Syrie s'attaque à des soldats iraniens, à des scientifiques également, parce que lui, il fait partie d'un corps d'élite. C'est eux qui fabriquent les drones. C'est eux qui fabriquent les missiles, parce que dans cette guerre, Israël vise également les scientifiques iraniens en se disant que, mais attendez, c'est ceux-là qui vont leur donner les armes efficaces avec lesquelles ils vont nous attaquer. Israël ne s'en prend pas aux militaires seulement, Israël s'en prend également aux scientifiques iraniens. C'est un coup dur pour l'Iran en un moment où il y a des manifestations monstres dans ce pays. Bien sûr, c'est un coup dur parce qu'à l'interne actuellement, il y a des difficultés depuis la mort de cette dame. Il y a une sorte de révolte à l'interne de la part des jeunes et des femmes en particulier. Et l'État iranien ne parvient pas encore à trouver la solution. S'il faut trouver un conflit à l'extérieur, ça peut être un problème, mais ça peut être le contraire également. L'Iran peut en faire une excuse pour dire aux gens, voilà, on attaque l'Iran. Et comme on le dit d'habitude, quand le pays est attaqué, on peut mettre tout en veilleuse parce qu'il faut défendre le pays. Ils peuvent l'utiliser comme argument en termes de communication pour en profiter, pour dire aux gens, c'est terminé avec les manifestations, on est en train d'attaquer le pays, il faut s'occuper de la défense du pays. Le 9 novembre dernier, Mamadou Henrez a visé dans la nuit un convoi d'armes et de carburant de milices pro-iraniens en Syrie, près de la frontière avec l'Irak, faisant au moins 14 morts selon une ONG syrienne. En mars, les gardiens avaient annoncé la mort de 2 hauts gradés tués dans une attaque israélienne en Syrie, menaçant de riposter pour les venger. Finalement, la vengeance, elle est multiple. Bien sûr, parce que c'est pourquoi j'ai dit le risque, c'est que si on va dans ce système, il m'attaque, je l'attaque, il m'attaque, je l'attaque, à un certain moment, on risque d'aboutir à un conflit qui risque d'être un conflit ouvert. Dans une zone où on a très certainement besoin de tout sauf de conflit à l'heure actuelle. Et malheureusement, les attaques israéliennes sont là, elles sont plus que nombreuses, c'est des centaines, en compagnie également des États-Unis, puisque vous en avez parlé, même si les attaques américaines sont encore beaucoup plus ciblées que les attaques israéliennes, moins nombreuses également que les attaques israéliennes. Tout le monde connaît également quelle est la nature de la relation entre l'Iran et les États-Unis. On le voit sur la renégociation de cette question du nucléaire. On voit toute l'inquiétude aujourd'hui au niveau d'une partie de la communauté internationale. L'Iran a profité du fait qu'il y avait le flou dans cet accord. Les gens pensent qu'ils ont pu actuellement enrichir l'uranium au point de pouvoir avoir la bombe qu'on veut les empêcher d'avoir, la bombe atomique. Mais il faut qu'on dise aux gens où nous sommes. Pourquoi Israël peut avoir la bombe atomique et l'Iran ne peut pas l'avoir? Pourquoi les États-Unis, la Russie, la France peuvent avoir la bombe atomique et l'Iran ne peut pas l'avoir? Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage, mais d'un point de vue militaire, la bombe atomique est une affirmation en termes de liberté et c'est un très bon rempart également pour que celui qui veut t'attaquer se pose plusieurs questions avant de t'attaquer. On le voit actuellement avec la Russie. Imaginez si c'était un autre pays qui avait attaqué l'Ukraine et que tous ces pays coalisés aujourd'hui derrière l'Ukraine, vous croyez qu'on serait dans cette situation? On aurait vu des attaques de toutes parts. Mais personne, jusqu'à présent, n'a osé attaquer de fond la Russie parce que tout le monde sait quand même
ce que la Russie dispose comme arsenal sur le plan nucléaire. Mais les Iraniens également sont dans cette logique de pouvoir avoir leur indépendance sur le plan, j'allais dire, militaire, avec une arme qui est une arme de dissuasion véritable pour ceux qui seraient tentés de les attaquer. Ah, Mamadou, pourquoi l'Israël commente rarement, par exemple, ses attaques ciblées en Syrie? C'est gênant, je disais tout à l'heure sur le plan international quand même, c'est compliqué, je me lève de mon pays, je pars dans un autre pays, je bombarde des gens d'une autre nationalité. Bon, c'est quelle règle de droit? Il y a quelle guerre qui a été déclarée? Rien du tout. Ça fait qu'en fait, c'est une forme de violence. Faut pas l'appeler autrement. Et c'est pourquoi, de façon générale, Israël ne revendique pas. Après, quand Israël est attaqué de façon générale, Israël ne réagit pas. Souvent, c'est d'autres organismes indépendants qui font le travail d'identification, quelle bombe a été utilisée, la direction de la bombe, la distance parcourue, etc. Et quand vous faites l'ensemble de ces éléments, ça vous renvoie à Israël. Souvent, c'est par cela qu'on obtient ce qu'on peut appeler une confirmation avec une autre source. Parce qu'au niveau de l'Iran, l'accusation, elle est systématique, elle est pratiquement automatique. Mais ce sont ces sources-là qui permettent, d'un point de vue scientifique, de montrer que le tir provient bel et bien d'Israël. De rares fois, l'Israël justifie quand même ses frappes par la nécessité, Mamadou, d'empêcher l'Iran de s'implanter à proximité de sa frontière. Tout à fait, mais si la justification est valable, pourquoi les gens sont contre la Russie qui dit qu'il ne veut pas que l'OTAN s'installe à sa frontière? C'est pourquoi j'ai dit, les principes, il est bon qu'on soit sérieux avec les principes. C'est vrai, Israël a le droit de s'occuper de sa propre sécurité. Mais est-ce que pour sa sécurité, il faut mettre tous les pays alentours en insécurité? Le Liban, la Palestine, à qui on ne donne pas encore un statut d'État, ce qui est fondamentalement injuste, la Syrie, etc. Il y a un problème. Et il y a un sérieux problème parce que il faut que ce qu'on appelle droit international, mais qu'il puisse l'être, qu'on puisse savoir que voilà le droit international et qu'on demande à tout le monde de se soumettre au droit international. Mais quand on a tout le temps un droit international à géométrie variable, ça fait que finalement, aujourd'hui, en termes de droit international, parmi les pays qui ont une certaine puissance, il y en a combien qui respectent véritablement ce droit international? Les gens le font sur la base de leurs propres intérêts, tout simplement. On a vu ce qui a été fait en Libye. On est allé tuer Kadhafi parce qu'il y a des gens qui n'avaient plus intérêt à ce que Kadhafi soit là ou qui n'avaient pas intérêt à ce que Kadhafi révèle un certain nombre de choses. Mais on l'a vu avec la Russie qui allait écraser le Grozny à l'époque. Mais qui a dit quoi? Ça veut dire que parfois on parle du droit international, on crie au scandale, parfois on regarde faire exactement la même chose et on ne dit rien. Mais dans ces conditions, si l'on veut vivre de façon cohérente dans ce monde, si on veut vivre ensemble, on ne crée pas les conditions de se vivre ensemble. Au contraire, on met les germes qui vont entraîner des conflits qui peuvent avoir des dimensions qui ne sont pas souhaitées. Alors, quelle est selon vous la force de réaction de l'Iran? Personne ne connaît véritablement la force de réaction de l'Iran. Puisque vous avez un pays qui est isolé, vous avez un pays qui est un peu fermé, vous avez un pays qui est sous embargo et qui a dû travailler sur la base de ses propres capacités. C'est pourquoi les gens disent, mais si les Iraniens n'étaient pas sous embargo, s'ils n'avaient pas fait 10 ans de guerre avec l'Irak, parce qu'il y avait toute une coalition derrière l'Irak de Saddam Hussein à l'époque, avant qu'il ne se retourne maintenant, cette coalition contre Saddam Hussein, l'Iran serait allé très loin. Vous voyez, aujourd'hui, la Russie achète comment on les appelle encore, les armes iraniennes pour l'utiliser au niveau de l'Ukraine à cause de leur efficacité, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose sur place. Quoi exactement? Vous savez très bien que sur le plan militaire, il y a des questions qui sont des questions stratégiques. Les gens ne vous dévoilent pas tout ce dont ils disposent. Bon, vous avez la campagne également contre l'Iran, surtout sur la question de l'arme nucléaire, parce que tout le monde sait que les Iraniens sont en train d'enrichir de l'uranium. À quel pourcentage? On voudrait qu'ils s'arrêtent à 20%. Certains disent qu'ils sont déjà arrivés à 60%. Donc, ils sont presque capables de fabriquer la bombe atomique. On ne sait pas exactement de quoi ils disposent, mais on sait qu'ils ont quand même une force qui est incontestable, puisqu'ils l'ont utilisée en Syrie. On a vu le résultat.
Ils l'ont utilisé pour appuyer le Hezbollah contre Israël lors de cette guerre entre Israël et Hezbollah, et on a vu également le résultat. Alors, dans cette situation, Mamadou, souvent on a des soutiens. Quel soutien l'Iran et l'Israël disposent au prime abord au niveau de la sous-région et au niveau ensuite international? Malheureusement, pour l'Iran, il n'y a pratiquement pas de soutien. Puisque dans la sous-région, pendant un temps, il y avait une sorte de coalition des Arabes, des musulmans contre Israël. Cela a été cassé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays arabes qui ont même renoué les relations diplomatiques avec Israël. Il y a une autre difficulté par rapport au soutien. Il y a une sorte de concurrence entre l'Iran, parce que les Iraniens sont des Perses, et les pays arabes du Golfe. Surtout entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc d'autres pays qui auraient pu soutenir non seulement sont en train de s'approcher d'Israël, mais entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a également une certaine adversité et une certaine concurrence aussi à l'intérieur du monde musulman. Ce qui fait que s'il faut chercher les soutiens de l'Iran, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. S'il faut regarder du côté d'Israël, on connaît leur soutenir inconditionnel les États-Unis. Mais vous avez d'autres, hein, la France, l'Angleterre, etc. Et plus d'autres également qui soutiennent parfois, qui dénoncent parfois, de sorte que bon, c'est comme si on a donné carte blanche à Israël dans cette zone. Alors l'Iran va devoir lutter seul, se venger seul. C'est ce qu'ils font depuis pratiquement la révolution iranienne. Puisque depuis la révolution iranienne, ils vivent plutôt dans l'isolement. À part la Chine, à part la Russie, avec qui ils ont un certain nombre de relations par rapport au monde occidental. C'est vraiment le boycott par rapport à l'Iran. Et ça ne les empêche pas non seulement d'exister jusqu'à présent, mais de pouvoir également construire leur pays juste sur la base de leurs propres moyens. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diofa. Juste une petite pause et derrière on reçoit le journaliste King Agoro.